Ah, être ou ne pas être. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je quitte mon emploi ou non? C'est tellement de questions. Qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Ah, écoute ça, je pense qu'il faudrait lire dans le marc de café. Le marc de café? C'est quoi? Oui. Mais non, on lit dans le thé à la limite ou... Dans le thé? Ben oui, on n'a jamais entendu ça, on lit dans le thé. Non, en France, on lit dans le marc de café, dans le café. Ah, c'est français. Mais en plus, je suis pas française. Oh non! C'est quoi? Je suis belge. Ah, c'est belge! Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, c'est de vous inspirer. C'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie. Alors, merci de me faire confiance, merci d'être là. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sophie Guédon, qui est coach de réussite pour les gens qui veulent vivre de leur passion. Sophie est aussi la fondatrice de Réussir au féminin. Et aujourd'hui, Sophie va nous éclairer sur comment, dans le fond, voir un petit peu plus clair dans certaines croisées, de certains endroits dans notre vie où on se dit est-ce que je dois quitter, est-ce que je dois partir de mon emploi, est-ce que c'est le moment de partir en affaires? Donc, toi, tu rencontres des gens au quotidien, c'est ton travail, pour aider les gens à y voir un petit peu plus clair. Ouais. Et dans l'entrevue de tout à l'heure, la précédente, on a parlé d'une technique qui s'appelle la technique des 2 entonnoirs. Alors, j'aimerais que tu nous en parles. C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour y voir plus clair? C'est ça. Alors, la technique des entonnoirs, il faut s'imaginer que l'entonnoir, c'est quelque chose qui est large et qui termine par une petite pointe. Et donc, on va mettre 2 entonnoirs l'un sur l'autre. Le premier est à l'envers, c'est-à-dire qu'il a le petit tuyau sur le haut et il part en s'élargissant. OK. Et ensuite, donc on met un deuxième entonnoir en dessous dans l'autre sens. Vous vous imaginez la scène et je vous explique un peu plus. La première technique, donc le premier entonnoir plutôt, qui consiste à mettre le bout de tuyau vers le haut, ça veut dire qu'on va partir d'une situation, le tuyau c'est assez étroit et on est dans une situation étroite, c'est-à-dire la situation dans laquelle est la personne aujourd'hui. Elle est dans un poste, elle a telle mission à faire, c'est bien délimité, c'est bien étroit. Et la première étape de la démarche, ça va être d'élargir, de faire venir dans cet entonnoir renversé le plus de pistes possibles, le plus de possibilités. C'est ce qu'on appelle élargir le champ des possibles. Vous avez peut-être déjà entendu ce genre d'expression. Oui, tout à fait. Voilà, on va élargir le champ des possibles, on va chercher, sans se censurer, à imaginer tout ce qu'on pourrait faire. Et donc pour ça, on va aller voir dans le passé les pistes, ce qui nous intéressait quand on était enfant. OK. Les pistes auxquelles on aurait pu penser, puis qu'on a laissé tomber pour X ou Y raison, parce que les parents ont dit « Oh non, mais si tu fais ça, tu vas jamais gagner ta vie » ou « T'es pas assez doué ». Et ça, parfois, c'est nous-mêmes qui nous interdisons de s'imaginer parce qu'on manque de confiance en soi ou des choses comme ça. Voilà. Donc, dans cette partie-là, on va rechercher des nouveautés, mais aussi tout un tas de choses qu'on avait abandonnées précédemment. On va les réévaluer. Ça ne veut pas dire que forcément on va partir là-dedans, mais on va se poser la question une fois pour toutes, est-ce que, voilà, aujourd'hui j'ai pas pris ça, mais est-ce que j'ai vraiment fait le deuil? Est-ce que je sais pourquoi je ne l'ai pas fait? Ou est-ce que peut-être ça peut devenir une piste viable? Donc, je prends un exemple concret. On a quelqu'un qui est, je sais pas moi, secrétaire. Oui. Elle a des tâches X, là, ça c'est le petit bout de l'entonnoir, mais elle a moins de plaisir, elle est démotivée, elle se demande si elle est encore à la bonne place. Donc là, dans l'entonnoir, ce que tu fais avec elle et ce que les gens peuvent faire, c'est de pas nécessairement à voir avec son travail actuel. Là. Ah, surtout pas. Ah, surtout pas. Surtout OK. pas. Donc, quelles sont mes passions? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce qu'on peut parler aussi de ce dans quoi je suis bon, mes aptitudes, mes talents? Ce que je fais en dehors du travail, par exemple. Ce que je faisais quand j'étais petit, comme loisir, si je jouais à la marchande, par exemple, ou est-ce que je jouais à la maîtresse d'école, ça donne des indications. Ben oui, définitivement. Sur ce que tu aimes. Voilà. Et là-dedans, on fait tout un travail. On va aussi voir les gens que vous aimez, ceux que vous admirez, les héros des livres que vous lisiez quand vous étiez enfant. Qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qui les caractérisait, etc. Et puis ça, les gens font une liste de tout ça? Alors, il y a différentes possibilités. Ça peut être des jeux, ça peut être des
du travail un peu plus papier-crayon où on se pose des questions, mais c'est vraiment, je peux donner des petites pistes, mais c'est un accompagnement qui dure quand même assez longtemps. Mais en termes de pistes, vous pouvez, pour structurer un peu les choses, repartir dans votre passé, demander par exemple à votre maman, parce que souvent c'est elle qui en sait le plus, qu'est-ce qui vous plaisait, quels étaient vos talents, pourquoi, voilà. Des fois, les mamans avaient de l'admiration pour leur enfant, enfin, et a toujours d'ailleurs, mais les mamans sont des bonnes conseillères pour ça, pour vous aider à retrouver qui vous étiez, ce que vous manifestiez quand vous étiez enfant. Parce que depuis, il y a peut-être une couche d'interdit qui s'est mis là-dessus. Ou de rationnel, voilà. Ça n'a donc pas d'allure de vouloir faire ça, donc je vais plutôt faire telle autre chose. Totalement, oui. OK. Donc, alors ça, c'est toutes nos possibilités. Donc, voilà, ça, c'est toutes les possibilités. Et on doit vraiment en faire rentrer le maximum dans le processus. Et ensuite, on va mettre l'entonnoir dans l'autre sens, c'est-à-dire que de toutes ces possibilités, on va bien sûr pas pouvoir toutes les poursuivre. Et donc, on va remettre un entonnoir en dessous de façon à faire le tri et à garder de nouveau une seule chose. Mais si on ne fait pas ce processus d'élargir et de reconcentrer, on risque fort de passer directement du petit tuyau du haut au petit tuyau du bas de l'entonnoir, c'est-à-dire sans faire autre chose que ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent. Sans se permettre d'oser, de sortir de faire autre chose. De ton expérience, des gens que tu as accompagnés, est-ce qu'il y en a beaucoup qui, suite à cet exercice-là, ont carrément changé d'emploi ou ont changé de poste dans l'entreprise? Ce qui se passe, c'est qu'il y en a une proportion qui change d'emploi. Il y en a pas mal. Alors, c'est amusant parce que il y a eu un sondage qui a été fait en France il n'y a pas longtemps et où on voyait qu'il n'y avait que 40% des gens qui changeaient après avoir fait ce processus, parce qu'en France, je ne sais pas si c'est comme ça au Québec, mais en France, typiquement, on peut, quand on est salarié, bénéficier d'un accompagnement pour faire ce genre de choses. On appelle ça un bilan de compétences. Et c'est financé donc par un organisme public qui avait fait une étude. Et il n'y avait que 40% des gens qui changeaient. Donc, au terme de ça, même s'ils étaient malheureux, les gens... Mais attends, moi j'ai vu les résultats des 40% et ça m'a un peu interpellée. Et en fait, d'abord, il faut savoir, et ça, il ne le disait pas, combien de temps après la fin du bilan de compétences l'étude a été faite. Parce que le changement se fait en général au moins 1 an après. C'est ça. C'est pas parce que tu as eu ton bilan que le lundi suivant, tu changes d'emploi ou tu pars en affaires. Certainement pas. Voilà. Donc, s'ils l'ont fait trop tôt, 3 mois ou 6 mois après, ils n'ont pas pu voir que les gens avaient changé. Donc ça, c'est déjà une chose à prendre en considération. Une autre chose à prendre en considération, c'est que le changement ne se voit pas forcément de l'extérieur. Il y a un changement, moi je suis convaincue qu'il y a un changement beaucoup plus qu'à 40%. Il y a un changement à 90%. Mais parfois, la personne reste dans le même poste, dans la même entreprise, sauf qu'elle a changé complètement sa façon d'être. Et en particulier, je rencontre beaucoup de gens qui apprennent à mettre leurs limites. C'est-à-dire qu'au lieu de rester jusqu'à pas d'heure le soir, à devoir se stresser parce qu'on devait aller chercher les enfants à la sortie de l'école ou chez la nounou et qu'il y a une réunion, etc., et que ça, au fil du temps, c'est vécu de façon très pénible, et bien là, à la suite du bilan de compétences, on apprend à mettre ses limites et à dire à son patron, ben non, désolé, je dois partir. Et une fois qu'on a fait ça, ben même si on reste dans le même poste, le vécu est beaucoup plus agréable et on n'a plus besoin de partir. C'est intéressant. Les irritants, des fois, viennent pas nécessairement des tâches, mais des fois, ça peut être l'environnement, ça peut être, comme tu dis, si j'ose pas dire non, donc... C'est ça. Et donc, j'ai retrouvé par hasard un témoignage il n'y a pas longtemps et la dame me disait... je suis toujours dans le même poste, mais rien n'est plus comme avant. Merci, ça a totalement changé, etc. Et ça, quand j'ai vu que je suis toujours dans le même poste, je me suis dit, oh, c'est dommage. Enfin, je suis tombée par hasard, je ne cherchais pas ça, mais je me dis, mince, elle me dit qu'elle a... Et puis j'ai lu un peu plus loin, je me suis dit, ah non, chouette, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment super. Et est-ce que ça arrive à l'occasion que tu vas conseiller à des gens de dire, ben regarde, tu pourrais envisager de rester au sein de l'entreprise, mais peut-être t'asseoir avec ton supérieur et voir c'est quoi mes talents, c'est quoi mes forces, qu'est-ce que j'aime et comment est-ce que ça peut être utilisé dans l'entreprise? Voilà, ça j'ai une belle histoire, j'adore la raconter cette histoire. J'ai une personne qui était, elle s'occupait du SAV
du service après-vente dans une entreprise de grande distribution. Et donc, son job, c'était de recevoir des appareils électroménagers défectueux, de noter quel était le problème, d'envoyer au fabricant de la machine, et puis, quand la personne revenait 15 jours après, de dire « Ah, désolé, c'est pas encore revenu, je suis désolée. » Enfin, tu vois, le genre de truc vraiment pas épanouissant. Donc, elle vient faire ce processus, et puis voilà, bon, elle savait pas trop quoi faire. Et en fait, je me suis rendu compte que cette fille, elle était artiste, mais au premier degré, quoi. Elle avait fait de la danse depuis toute petite, elle avait été prof de danse. Elle faisait de la comédie et alors elle avait travaillé dans des centres aérés, tu vois, des centres d'animation pour des plaines de jeux pour les enfants. Et en faisant ça, elle avait suivi des formations pour devenir monitrice. Et ça se fait d'une façon très conviviale. On est avec d'autres jeunes, on suit les enseignements, puis on manage une colonie de vacances avec d'autres et on débriefe sur comment on a fait, etc. Donc ça crée des liens et elle avait 35 ans, elle était restée depuis 15 ans amie avec tous les jeunes. Elle s'était mariée avec un autre, elle était restée amie avec eux et elle continuait à jouer le rôle d'animatrice dans ce groupe. Il y avait une dizaine de couples. Ils allaient en vacances ensemble, c'est elle qui organisait le voyage. Ils faisaient des soirées d'anniversaire, elle s'occupait de louer la salle, elle organisait un spectacle, etc. Enfin, vraiment, elle avait des capacités d'animatrice. Et elle n'en avait pas du tout conscience, elle n'avait pas du tout l'idée qu'elle aurait pu faire un travail à partir de là. Et elle avait commencé son bilan de compétences quand tout à coup elle a rencontré la DRH de son entreprise et elle lui a dit, ben voilà, je suis en train de faire le processus, de me poser des questions, j'ai envie de changer, etc. Et la personne a très bien reçu en disant, ben ok, quand tu auras approfondi, tu viendras nous voir. Donc elle est allée, quand elle a fini son bilan de compétences, elle a dit, ben, j'ai des capacités d'animation, etc. C'est ça qui est ressorti. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que ça peut cadrer? Je peux en faire, mais c'est ce qui est ressorti de mon bilan. Et voilà, quelques temps plus tard, je l'ai rencontrée et elle m'a dit, ça y est, je travaille dans les relations publiques. Ils ont créé un nouveau poste, c'est à moi qu'on l'a proposé. Ah! Voilà. Et j'organise des rencontres, etc. Et elle était vraiment comme un poisson dans l'eau. Wow, c'est vraiment génial. Ouais. Donc, il y a possibilité aussi de faire ça, hein, parce que souvent, les gens n'osent pas. Ils se disent, je suis pas heureux, on regarde ailleurs, on se dit, le gazon va être plus vert ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Non. Mais des fois, au sein de notre entreprise, et aussi ce que je retiens de ce que tu nous dis, c'est aussi des fois notre vision de notre travail. Moi, je dis souvent en conférence, si tu fais juste mettre l'emphase sur les irritants, c'est clair que tu vas en trouver des irritants. Est-ce que tu fais aussi avec eux le processus, des fois, de faire la balance, à savoir, est-ce qu'il y a des avantages? Et oui, quels sont les inconvénients, mais qu'est-ce qui est le plus pesant dans la balance? Ah oui, complètement, totalement. Je leur dis toujours, ça les fait rire, certains, ça les fait rire, je leur dis toujours, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et parce que tu as des gens qui arrivent dans ce processus, ils sont dans le ras-le-bol. Et je dis souvent, d'ailleurs, je le dis, je le recommande, n'attendez pas d'être au bout du rouleau avant de faire ce genre de démarche, parce que quand vous attendez trop longtemps et que vous êtes dans les irritants, vous êtes à crampe, vous ne supportez plus rien et vous n'êtes plus capable de bien poser les choses, de bien raisonner en disant est-ce que je veux faire ça, est-ce que je ne veux pas faire ça. Vous ne voulez plus de rien en général, à ce moment-là. Quand on attend trop longtemps, c'est ce qu'on risque. Et donc, jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est de vouloir tout jeter parce qu'on a été trop loin dans l'exaspération, alors qu'il y a quand même des choses qui sont nourrissantes pour vous, même si aujourd'hui, on ne s'en rend plus compte. Il y a des choses qui restent nourrissantes et on peut partir et faire des choses. Je connais des gens qui ont changé du tout au tout et qui l'ont regretté. Ben oui, c'est sûr. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Tout à fait, parce que tu penses que ça va être mieux ailleurs, mais finalement, si tu, comme tu dis, tu reproduis les mêmes patterns, si tu n'arrives pas à imposer justement, à t'affirmer, ben, tu risques de reproduire le même pattern ailleurs. Totalement. Ça, c'est aussi une recommandation que je veux faire, c'est que c'est pas parce que vous allez partir ailleurs que vous n'allez pas emmener avec vous vos difficultés pour les refaire ailleurs. On dit ça aussi pour les couples. Hein. Définitivement. Si on n'a pas solutionné son problème, c'est pas en changeant que les choses vont changer. On va simplement déplacer le problème et le mettre ailleurs et recréer ailleurs toutes les conditions du problème. Et dans le travail, c'est clair. Tout à fait. Donc toi, souvent, avec les gens en consultation, tu vas partir de leur talent, de leur
passion, de ce qu'ils aimaient? Eh bien, donc, dans les 3 étapes que j'avais évoquées tout à l'heure, je vais d'abord commencer par parler de leur parcours. Pourquoi, comment ils sont arrivés jusqu'ici. Parce que dans leur parcours, il y a quand même des choses qui sont réutilisables, même s'ils ne veulent plus. Et souvent, il y a des gens qui me disent « Non, je ne veux pas revenir en arrière parce que je ne veux plus faire ça. Ok, mais ce que vous avez fait jusqu'à présent vous a donné des compétences. Et une compétence, une caractéristique d'une compétence, c'est que c'est quelque chose de transférable. Ouais. Si vous avez la capacité de parler en public, ben, vous pouvez le faire en étant enseignant, mais vous pouvez le faire aussi en donnant des conférences, en étant à la télé, etc. Donc, c'est pas parce que vous ne voulez plus du job de prof, par exemple, qu'il faut absolument jeter tout. Non, effectivement. Parce qu'on risque de perdre des trésors en faisant ça. OK. Est-ce que tu as un gros pourcentage de ta clientèle qui veulent partir en affaires? J'en ai pas mal, vous voyez, j'en ai pas mal. Je dirais une moitié de ceux qui viennent me voir. Est-ce qu'ils le font? C'est parce que vouloir partir en affaires et le faire, c'est deux mondes? Voilà, c'est deux mondes. Alors, il y en a qui le font. OK. Oui, j'ai pas vraiment de pourcentage. Je dirais quand même qu'il y a un tiers qui le fait. Bon, après, ce que j'ai comme clientèle n'est pas forcément non plus représentatif du questionnement de tout le monde, mais d'une manière générale, je dirais qu'il y en a un tiers qui part en affaires. Il y en a un tiers qui se dit, il y en a un tiers qui n'y pense pas, qui n'envisage pas du tout. Il y en a un tiers qui se pose la question et qui renonce pour différentes raisons et parfois qui renonce momentanément parce qu'ils ont des enfants à élever, qu'ils ont des prêts à rembourser, etc. On sait que partir en affaires, ça prend du temps. Voilà. C'est de l'énergie, il y a une question de timing aussi. Voilà. Hein? Okay. Et, mais alors, ce que je recommande aussi, c'est de ne pas partir en affaires en faisant, en jetant tout et en démarrant quelque chose de nouveau. Il y a moyen de faire les deux l'un à côté de l'autre. En tout cas, en France, on a un truc qui est génial, qu'on appelle les RTT, qui veut dire récupération du temps de travail. Et depuis quelques années, on est passé à 35 heures de travail par semaine. Les Français ont la réputation de ne pas beaucoup travailler, mais bon, ils ne travaillent pas longtemps. Mais pendant qu'ils travaillent, ils travaillent bien. Si bien que souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils font plus que 35 heures par semaine. Et ils peuvent récupérer ça. OK, donc c'est comme cumulable. Voilà, donc ils ont des congés qu'ils peuvent placer. Et j'en connais beaucoup qui démarrent une activité pendant ces quelques heures par semaine. C'est ce que j'ai fait à l'époque, moi. Voilà, ben voilà. C'est ça, c'est que dire aujourd'hui, je mets une croix sur mon salaire, sur ma sécurité, c'est pas nécessairement évident, surtout quand on a des obligations, une famille. Mais de commencer à le faire à temps partiel, c'est beaucoup plus sécurisant. On peut voir aussi, OK, est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est ce que j'aime? Est-ce que c'est ce dont j'ai envie? Après, tu peux faire ça aussi le samedi. Il y a des gens qui sont contents de venir en consultation si tu reposes des choses comme ça. Tu peux, ou si tu fais, je sais pas, des photos de mariage, c'est le samedi. Enfin, il y a moyen. Il y a quand même beaucoup plus souvent qu'on le pense, moyen de concilier les deux quand on est motivé, qu'on veut y aller. Sophie, est-ce que, parce que évidemment, tu es en France en ce moment, mais si on a des gens qui voudraient te consulter, est-ce que tu fais aussi des rencontres sur Skype? Oui, tout à fait. Je fais des rencontres sur Skype. Donc, pour te trouver, on va sur contact@réussirauféminin.com. Fantastique. Donc, réussir au féminin, c'est très facile à trouver. Sophie, merci beaucoup. Parce que je pense que ça pourra éclairer bien des gens qui sont peut-être à la croisée des chemins. Je pense qu'on le vit tous, puis tu l'as bien dit en début d'entrevue, ça arrive à quelques reprises au cours de notre vie. Oui. C'est pas un questionnement nécessairement qu'on a juste une fois, je l'ai vécu à quelques reprises. Tout à fait. On n'a pas une seule fois et on l'a dans différents domaines de vie. On peut se dire, par rapport au couple, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Par rapport à son habitation, est-ce que je veux... vendre, c'est ça. Oui, est-ce que je pars m'installer à la campagne et dans ce cas, j'ai des choses à perdre et des choses à gagner, mais comment je fais le choix? Enfin, c'est important d'apprendre à se poser des questions. J'ai eu aussi, pour te dire, une amie qui s'est posé la question de est-ce que j'ai un 3e enfant ou pas? Mais ça l'a traumatisée pendant des années. Elle était, je trouvais, dans le même questionnement que quelqu'un qui se pose la question est-ce que je quitte mon travail? Est-ce qu'elle a eu un 3e enfant? Elle l'a eu. Bon, elle est contente? Oui. Good! Sophie Guédon, merci infiniment de ta générosité. Et évidemment, si les gens veulent te consulter, on sait où te trouver.
Pour les membres de Mastef Télé, merci de votre confiance. J'espère que cet entretien saura vous aider parce que pour avoir déjà été dans cette situation-là où j'étais moi aussi à la croisée des chemins, je pense qu'effectivement, moi, ce que je retiens, c'est faut se la poser la question. Et il faut prendre du temps parce que, moi, je le dis souvent, hein, le temps au travail, c'est beaucoup de temps dans une semaine. C'est important. Donc, merci du fond du cœur. Merci pour tous les membres. Je vous aime et on se voit dans une prochaine entrevue. Salut! Salut!